Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est Délivrez-vous qui débarque sur vos écrans. Délivrez-vous pour célébrer le livre. Délivrez-vous pour saluer la culture. Délivrez-vous pour faire la promotion du texte. Une émission du livre, pour le livre, par le livre. Aujourd'hui, je vais vous inviter au voyage. Nous allons partir au Liban, nous allons revenir en Haïti, nous allons faire un aller-retour, surtout dans une ville. Port-au-Prince, aller-retour. Georgia Maklouf, écrivaine franco-libanaise, quelque peu haïtienne. On va voir tout ça durant le trajet de l'émission et sur le plateau des Livrez-vous. Vous êtes sur la télévision Caraïbe, nous pétons le feu. Gardons bonheur. Je vous laisse respirer. À tout de suite pour la rubrique Temps Poème. Puisque je vous avais promis un voyage, je vais d'abord vous amener au Portugal. Nous allons rencontrer Fernando Pessoa, excellentissime poète que j'adore beaucoup. Il y a une phrase de cet écrivain que je porte en moi, mais pendant des années, il écrit « Vous dites que je suis double, mais non, je suis immense ». C'est magnifique. Et le livre de mon invité porte cette immensité-là. Les gens ne sont pas doubles. Ils ne sont ni anges ni démons. Ils sont des humanités. Fernando Pessoa, vous dites que je suis double, mais non, je suis immense. J'ai à ma droite les œuvres complètes de Fernando Pessoa que je vous invite à découvrir, qui est l'un des meilleurs poètes que le monde ait produit. Ah, combien de mélancolie, combien de solitude. Et cette âme-là, qu'elle est vide, que je sens froide et inutile tout au fond de mon cœur. Quelle angoisse désespérée, quelle blessure au goût de faim. Si le navire fut abandonné et si l'aveugle est dans la rue tombée, laissez-les, car tout est ainsi. Sans tranquillité, aucun moment vraiment à moi, où que ce soit que j'emploie l'âme, est mort l'aveugle dans la rue et le navire a disparu. Fernando Pessoa, que je vous invite à découvrir, mesdames et messieurs. Offrez-vous ce plaisir. La poésie ne fait que pousser le langage vers ses meilleures possibilités d'expression. Donc, savourez de la poésie. Respirez. À tout de suite dans l'œuvre de Georgia Maklouf. Allez, je fais mon arabe. Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. Il y a un excellentissime écrivain tchèque, Milan Kundera, qui a écrit un texte critique remarquable sur le roman. Il écrit « L'esprit du roman est l'esprit de la complexité. Chaque roman dit au lecteur que les choses sont plus compliquées qu'elles ne paraissent. » En Haïti, nous avons une communauté syro-libanaise qui constitue la bourgeoisie haïtienne. Il y a un premier regard qu'on peut avoir sur cette communauté. Ce sont les possédants de l'heure. Mais il y a un regard historique, social et politique à avoir sur comment
cette communauté syro-libanaise est arrivée en Haïti. Le roman a ceci comme pouvoir que de traduire de telles réalités sur des pages. Qu'est-ce qui s'est passé au Liban, en Syrie, en Haïti, à la fin du 19e siècle, pour que nous ayons cette présence syro-libanaise dans l'économie, dans le corps social haïtien. Georgia Maklouf a eu la belle idée, la magnifique idée de porter ça en littérature. De ce premier voyage, il se souvenait de tout. Le il, c'est Vincent Maklouf, le personnage principal du livre. J'ose dire ça, hein. Après on va voir. Il y a beaucoup de personnages, beaucoup de passages, à chacun sa voix, son histoire dans l'affaire. De ce premier voyage, il se souvenait de tout. Et des années plus tard, il aurait pu dessiner le plan du bateau, la disposition des couches, la forme et l'emplacement des hublots dans le dortoir. Il aurait pu raconter l'arrivée à Marseille, les difficultés du débarquement et toutes les étapes à franchir avant d'embarquer à nouveau, 7 jours plus tard, depuis Bordeaux, direction l'Amérique. Ce qui le troublait et vers quoi il revenait sans cesse, c'était ce moment où il avait finalement décidé de partir vers le sud de l'Amérique et non vers le nord. À quoi tient parfois le tour que prend une vie? À quel hasard? À quelle rencontre? À quel micro-accident d'une journée? Georgia Maklouf, bienvenue à Délivrez-vous, bienvenue en Haïti. Merci, je suis très heureuse d'être là. Port-au-Prince, aller-retour, voici un livre à allure de témoignage, voici un livre à allure de saga familiale, voici un livre qui vous concerne un peu directement, absolument, dans le sens où votre grand-père est quelque part dans ce livre. Absolument. Est-ce que ce livre, Port-au-Prince, aller-retour, est un cadeau que vous faites à votre histoire familiale? J'aime bien cette idée de cadeau. Je dirais que oui. En tout cas, c'est un cadeau que je fais aussi à la mémoire, à la fois de mon grand-père que je n'ai pas connu, et qui, peut-être parce que je ne l'ai pas connu, a hanté mon imaginaire d'enfant. Je peux dire que vraiment, de la même façon qu'on dit qu'une maison est hantée, moi j'étais hantée par ce grand-père, par son aventure humaine, mais aussi par ce pays, Haïti, dont j'ai l'impression que j'ai entendu parler déjà enfant, à travers des couleurs, à travers des plats, à travers des fruits, à travers des petites histoires aussi que mon père nous racontait. Mais il y avait aussi, je dirais, dans ce récit familial, beaucoup de trous, beaucoup d'absence, beaucoup de silence. Finalement, mon père n'évoquait pas avec tant de facilité ces années en Haïti. Et quand il les évoquait, il y avait, je dirais, un mélange de douceur et d'amertume. Et peut-être que j'ai eu envie de dérouler un peu cet écheveau et savoir à quoi tenait la douceur, à quoi tenait l'amertume, et aussi pourquoi il y avait du silence. Peut-être que si mon père avait été plus volubile, peut-être que s'il en avait parlé davantage, j'aurais eu moins ce désir de comprendre. Mais en tout cas, il y avait toujours un halo de mystère, je dirais, autour de cette histoire. Et en effet, j'ai mis beaucoup de temps à tenter de lever un peu le voile sur ce mystère, et je l'ai fait par le biais de l'écriture. Donc c'est un cadeau, c'est aussi un hommage sans doute, un hommage à la fois à mon grand-père et à mon père. Est-ce que, vu le contexte socio-économique et politique actuel, les Syro-Libanais sont très présents sur la scène économique et politique, est-ce que ce livre aussi est pour justifier la présence syro-libanaise en Haïti? J'ose le verbe justifier. Alors oui, je suis surprise par le verbe justifier. Je crois que je n'ai rien à justifier, je ne suis pas historienne, donc il me manque certainement beaucoup de données. Je dirais que j'ai envie justement de raconter, c'est ça la vertu du roman, l'histoire, l'historien manipule des chiffres, manipule des dates, manipule des événements. Le romancier a cette liberté de raconter les choses à hauteur d'homme. C'est-à-dire que, comme je ne sais pas qui disait, les chiffres n'émeuvent jamais, les dates n'émeuvent jamais. En revanche, la trajectoire d'un homme peut émouvoir. Et j'avais envie de remettre de l'émotion, de remettre de la subjectivité, de remettre
le regard, le vécu d'un homme, de raconter qu'est-ce que ça pouvait être cette aventure et pourquoi finalement on débarquait déjà à la fin du 19e siècle, pourquoi on débarquait de si loin. Alors d'abord, peut-être que cette histoire raconte, c'est que Haïti était un pays désirable. Je crois que c'est important de le dire aujourd'hui, où ce pays est confronté à tant de douleurs et de difficultés, de dire qu'il n'en a pas toujours été ainsi et qu'on pouvait, de façon, je dirais, justifiée, arriver en Haïti pour s'y établir et espérer avoir une vie meilleure que celle qu'on avait dans son pays. C'est aussi raconté, peut-être, comme vous avez dit, vous avez parlé de la complexité en parlant de Pessoa. Et j'aime beaucoup cette idée de complexité. C'est-à-dire qu'il n'y a rien n'est noir ou blanc, il y a toutes sortes de nuances dans cette histoire. Et pour mieux comprendre les nuances, il faut être dans la peau du personnage. Et je crois que peut-être c'est ça l'intérêt du roman. Vous avez dit qu'il y avait plusieurs personnages et en effet, en tant que romancière, moi j'ai besoin d'être en empathie avec mes personnages, c'est-à-dire non pas les raconter de haut, comme ce qu'on appelle le narrateur omniscient, le narrateur balzacien. Une focalisation zéro, là. Voilà, qui sait tout de ses personnages et qui les regarde de haut parce qu'il sait plus que ses personnages. Moi, j'ai envie d'être avec mes personnages comme si j'avais une petite caméra que j'avais posée sur leur épaule, c'est-à-dire vivre vraiment avec eux les événements. On sent que vous les suivez, en effet, que vous restituez ce que ces personnages-là vivent. Et ils sont Vincent, Luisa, Edma, Joseph, Fatek, Anis. Anis qui est donc le fils de Vincent Maclouf qui est donc votre grand-père. Anis qui a dû laisser Haïti alors qu'il était au matin de son adolescence, il a 15 ans. Il a une quinzaine d'années. Donc il parle créole, l'arabe il ne connaît pas encore. Mais on va revenir aux circonstances qui ont porté Vincent Maclouf déjà à quitter son petit village. Et qu'est-ce qui se passait au Liban à la fin du 19e siècle pour que plein de Libanais, plein de Libanaises souhaitent laisser le Liban pour s'établir en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et quelque peu dans les Antilles. Qu'est-ce qu'il y avait comme situation de pression, de crise? Absolument. Alors au Liban en particulier, d'abord le Liban n'existait pas. Le Liban était une province, on parlait du Mont Liban. Donc les provinces du Mont Liban étaient sous domination ottomane. Alors les Turcs n'étaient pas des tendres, ils imposaient toutes sortes de restrictions, ils emmenaient les jeunes hommes dans leurs armées, ils imposaient des taxes qui étaient parfois assez dures, et donc les conditions de vie étaient déjà difficiles sur le plan économique et sur le plan politique, puisqu'il y avait donc une force d'occupation. Nous sommes dans l'Empire ottoman, là. Nous sommes dans l'Empire ottoman. Mais plus encore, je dirais que pour la communauté chrétienne, il y a une donnée supplémentaire. Quand Vincent naît vers 1870-73, vous savez, on n'a pas toujours ces dates avec exactitude, mais en 1860, il s'est passé quelque chose d'important, de tragique même au Mont-Liban. Il y a eu des massacres interreligieux, interconfessionnels, intercommunautaires. Les Druzes, il y a eu des massacres. Les Druzes ont massacré beaucoup de chrétiens. Et la population chrétienne du Mont-Liban garde dans la mémoire ces massacres qui sont encore frais. Évidemment, vous savez, le rôle des puissances occupantes n'est pas toujours très net dans ce genre de situation. Souvent, on attise ces tensions communautaires parce que diviser pour régner, ça a été depuis toujours la façon de faire sous toutes les latitudes. Et donc, les chrétiens ne savent pas s'ils sont vraiment si bien protégés que ça par la puissance occupante. Donc il y a ce désir de partir qui vient se rajouter à tous les autres facteurs économiques et politiques. Parce que l'émigration, vous le savez d'Angelo, elle a concerné non seulement le Liban, mais tout le bassin méditerranéen. Absolument. Et il y a eu une émigration grecque, une émigration italienne, enfin voilà, tout le bassin méditerranéen a été concerné par cette émigration. Donc on part parce qu'on est privé de sa liberté, on part parce qu'on est pauvre tout simplement, et on part parce qu'on rêve de cette Amérique qui fait rêver tout le monde, parce que c'est le pays de toutes les opportunités, de toutes les possibilités. Parce que pour partir, on consent à d'énormes sacrifices. Quand Vincent doit partir, il faut vendre beaucoup de biens familiaux, déjà qu'il n'y en avait pas beaucoup. Alors donc il faut hypothéquer. Il faut hypothéquer.
il faut hypothéquer parce que l'Empire ottoman ne délivrait pas facilement des passeports permettant aux habitants de ces provinces de partir. D'une part, il ne voulait pas que ces provinces se dépeuplent, il ne voulait pas que les hommes partent et qu'ils restent avec des femmes et des enfants, mais il ne voulait pas non plus que des gens sous je dirais, domination ottomane qui avaient avec eux des papiers ottomans, ternissent l'image de l'Empire. Donc, pour toutes sortes de raisons, il n'encourageait pas tellement le voyage. Et donc, pour partir, il fallait prouver qu'on avait un petit peu d'argent. On ne pouvait pas partir sans rien du tout. Ouais. Et donc, les parents de Vincent vont être obligés de vendre peut-être des troupeaux, mais aussi d'hypothéquer la maison pour lui donner un petit pécule et qu'il puisse obtenir ce fameux passeport. Il faut dire que le père de Vincent a servi un temps dans les armées ottomanes, qu'il y a gardé quelques contacts et ça va faciliter l'obtention de ce fameux passeport. Donc, autorisation à s'embarquer dans un bateau depuis Beyrouth, direction Marseille dans un premier temps, et puis direction le nouveau monde qui s'ouvre. Absolument. Donc, il est difficile en 2020 pour un Haïtien de laisser Haïti. Ce n'est pas évident pour un Haïtien d'avoir déjà le passeport, c'est compliqué dans les procédures et tout, ensuite les visas. Donc, c'est là que je trouve que votre idéation littéraire, votre projet est intéressant. Au Liban, et du moins les Syro-Libanais que nous connaissons maintenant en Haïti, leurs arrière-grands-parents avaient connu les mêmes difficultés pour partir, pour déjà laisser le Mont Liban. Absolument. Je crois que c'est vrai que c'est intéressant de mettre ça en parallèle, de comprendre qu'au fond, le monde n'a pas tant changé que ça. Je veux dire que l'émigration est aujourd'hui un des problèmes numéro 1 du monde entier, je crois. Et de plus en plus, on va être confronté à ces questions-là. On le voit bien. La Méditerranée, aujourd'hui, est devenue un grand cimetière parce qu'il y a tant de... Beaucoup de migrants qui essaient de traverser pour aller à Lampedusa. Qui prennent tous les risques. Et pourquoi prennent-ils tous les risques? C'est tout simplement parce que chez eux, ils n'ont plus le moyen de vivre décemment. Et donc ce problème qui est brûlant aujourd'hui, eh bien, il existait déjà depuis la fin du 19e siècle, où les conditions de vie dans toutes sortes de pays et de provinces étaient tellement difficiles qu'on était aussi désireux de prendre tous les risques pour partir et se donner des chances. Et souvent, quand on raconte les récits d'émigration, en tout cas à l'époque, on raconte l'histoire de ceux qui ont réussi. Il se trouve que mon grand-père, on peut dire que ça a été une belle réussite, même si son histoire de vie n'est pas si simple. On va voir en détail ce qui s'est passé. Puisque vous avez lu le roman, qu'il va lui aussi être confronté à des trahisons, des difficultés, etc. Mais en tout cas, on parle souvent de ceux qui ont réussi, on parle moins de ceux qui ont échoué. Et ça, vous le dites, en effet, tous les Syro-Libanais qui sont arrivés ici n'ont pas tous réussi. Vous dites que c'est peut-être un tiers. Beaucoup ont dû repartir et retourner au Liban ou laisser Haïti. Absolument. D'abord, souvent, encore une fois, s'établir dans un pays dont on ne connaît pas la culture, dont on ne connaît pas le mode de fonctionnement, c'est extrêmement difficile. Il faut avoir des capacités d'adaptation énormes. Il faut avoir sans doute une capacité de travail hors du commun. Il faut avoir une santé solide aussi, parce que à l'époque, la santé, les conditions de la médecine ne sont pas celles d'aujourd'hui. Beaucoup de maladies étaient inconnues, beaucoup de médicaments n'existaient pas. On ne savait pas toujours traiter les petites misères qui finalement devenaient de plus en plus graves. Et parfois, pour des raisons de santé, un certain nombre de personnes n'ont pas pu résister à de nouveaux climats, de nouvelles conditions de vie, de nouveaux virus ou microbes qu'on n'appelait pas encore comme ça à l'époque. Mais voilà, donc il y a ceux qui réussissent et il y a beaucoup qui échouent et dont on parle moins. Absolument. Il prenait des notes dans son petit carnet, dressait, lorsqu'il était dans son lit le soir, une liste de questions auxquelles il lui fallait apporter des réponses avant de prendre une décision. Et parfois, il se sentait nerveux et impatient. Trop de pensées se bousculaient dans sa tête. Trop de sentiments contradictoires le traversaient qu'il ne parvenait ni à trier ni à apaiser. Mais lorsqu'il se remémorait ces quelques jours qui avaient pesé si lourd dans sa trajectoire, il lui semblait que c'était une conversation avec un curé maronite rencontré le dimanche suivant son arrivée sur le Vieux-Port qui avait fait pencher la balance. Et l'anglais, lui avait-il demandé, « Parles-tu anglais ?» C'est à ce moment-là qu'il avait réalisé combien l'aventure nord-américaine allait être difficile alors qu'il maîtrisait à peine le français. Donc, nous parlons là de Vincent Maclouf. Donc, au début,
beaucoup de Syro-Libanais, dans cette période-là de l'histoire, voulaient surtout aller en Amérique du Nord et en Amérique du Sud. Donc, le personnage principal de ces romans, parce qu'il est partout, il est puissant, il a un caractère, il a une présence. Je trouve qu'il est le personnage de ce livre, c'est son roman. Déjà, la première de couverture, on le voit là. Ensuite, j'ai Vincent Makhlouf, là, qui est là. C'est la photo de famille que vous avez trouvée toute petite au Liban. J'espère que la caméra prend bien l'image, comme ça les gens voient de qui nous parlons. Après, on va voir qui a signé la photo. C'est un certain Meuse. Tout le monde connaît les Meuse maintenant en Haïti. Eh bien, au début, les Meuse étaient dans la photographie. C'est vraiment un roman qui est, je trouve, qui a une portée très pédagogique. Ça nous apprend beaucoup. J'ai pris beaucoup de plaisir à le lire. Ça m'apprenait tellement de choses sur l'histoire de mon pays. Je me suis dit, alors là, c'était comme ça. Donc, c'est par hasard qu'il arrive ici. C'est parce qu'il ne parlait pas anglais. Il avait peur de cette situation socio-linguistique qui lui paraissait plus agressive. Donc, il a préféré opter pour un territoire francophone. Alors, c'est vrai qu'une des questions que je me posais quand j'ai commencé le roman, et une des questions auxquelles j'avais envie de répondre, c'était pourquoi Haïti? Ça m'a toujours fasciné. Pourquoi Haïti? Pourquoi ce pays qu'on connaissait peu et qui finalement attirait beaucoup moins les candidats au voyage, il faut le dire. C'était effectivement l'Amérique du Nord qui faisait briller surtout New York. On connaît le magnifique film d'Elia Kazan, America. Donc tout le monde voulait aller, en pensant America, on pensait Amérique du Nord. Mais il y a eu aussi, bien sûr, de grandes communautés libanaises qui se sont établies en Argentine, au Brésil et en Colombie. Et donc, en effet, l'émigration vers les Antilles était plus rare. Alors moi, je me suis beaucoup posé la question de savoir pourquoi. J'ai consulté évidemment des sources sur cette émigration libanaise, et il m'a semblé que l'hypothèse de la langue pouvait être une hypothèse valable. Parce que Vincent Makhlouf, il faut savoir que sa langue maternelle, c'était l'arabe, qu'il avait certainement appris le français, puisqu'il y avait déjà à l'époque des missionnaires français qui sillonnaient le mont Liban et qui y avaient installé les premières écoles. Et donc, Vincent avait certainement appris le français dans ces petites écoles du mont Liban. Mais il le maîtrisait encore mal. J'ai encore des notes prises par sa main et il écrivait en arabe. Donc, je pense que ne maîtrisant déjà pas très bien le français, il réalise quand il arrive à Marseille qu'en Amérique du Nord, en tout cas, on parle anglais. Et donc, il se dit comment je vais me débrouiller. Et donc, il y a ce conseil, c'est évidemment de la part du roman, mais c'est ce que j'ai imaginé, c'est que ce curé maronite va lui conseiller en lui disant, il y a un petit morceau de France qui a voyagé vers l'Amérique, et donc il fait référence à la Guadeloupe et à la Martinique. Et donc Vincent s'embarque en pensant qu'il va s'établir soit en Guadeloupe, soit en Martinique. Mais le hasard, encore une fois, les historiens en témoignent, pouvait jouer un grand rôle. C'est-à-dire que sur le bateau, on rencontrait quelqu'un avec qui on sympathisait, quelqu'un qui disait « moi j'ai déjà de la famille qui est établie en Haïti, pourquoi tu ne viendrais pas avec moi ?» Il y avait aussi le fait que les bateaux faisaient plusieurs escales. Et pendant que les bateaux faisaient escale, ils s'arrêtaient 2-3 jours dans un port. Les voyageurs avaient le loisir de descendre, de visiter un peu la ville où le bateau avait fait escale. Et si ça leur plaisait, s'ils faisaient une rencontre intéressante à terre, ils disaient je vais rester là. Donc il y avait toutes sortes de facteurs. Et donc moi j'imagine que donc Vincent s'embarque en se disant je vais aller vers ce morceau de France qui a voyagé vers l'Amérique, et que sur le bateau il rencontre un autre. C'est le fameux Amine. Le fameux Amine avec qui il va devenir très ami et qui va lui dire écoute, moi j'ai de la famille qui est déjà partie. Donc il y a eu déjà des Syro-Libanais qui se sont établis dès les années 70. Donc il y a Là, déjà... nous sommes en 1870. Là nous sommes en 1893. Donc il y a eu Alors les premiers Syro-Libanais arrivent vers 1870. Voilà. Donc il y a 70-75. Et Vincent avec Amine, c'est un peu la troisième vague, la deuxième vague. La deuxième vague peut-être. C'est-à-dire que dès qu'un immigrant s'installe
s'installer et commencer à se débrouiller, à développer ses affaires, il faisait venir des gens de sa famille pour venir lui donner un coup de main. Alors, c'est quelque chose, sans doute, qui est très fréquent, parce qu'il savait qu'au pays, il y avait d'autres membres de la famille qui, eux aussi, avaient besoin d'avoir une vie meilleure. Mais c'est aussi peut-être ce qu'on va reprocher à ces Syro-Libanais, c'est-à-dire c'est de vivre en cercle fermé. Ils avaient besoin d'aide, ils faisaient venir des gens de leur famille. C'est un peu cet enfermement communautaire. Voilà, alors qui a toutes sortes de raisons, mais en tout cas, c'est vrai que souvent, les premières générations vivent un petit peu en vase clos, refermées sur elles-mêmes, pour se protéger, pour défendre leur culture et leur identité, leur tradition. C'est pas évident non plus de se trouver transplanté dans des cultures complètement différentes. Moi, je pense que jusqu'à présent, cet enfermement communautaire est de mise. Moi, quand je vais en France ou aux États-Unis, dans des milieux haïtiens, les Haïtiens sont entre eux. Il y a quand même toujours cet enfermement communautaire et ça mange haïtien. Il y a toujours un bon petit griot. Avec un caméraman de la télé, on a été en France voir une dame haïtienne qui nous a fait un bon griot comme si on était à Port-au-Prince. Donc, Port-au-Prince, aller-retour, Georgia Maklouf est sur le plateau, délivrez-vous. Nous sommes en train d'explorer un pan contemporain de l'histoire d'Haïti. Nous sommes en train de voir comment une communauté, la communauté syro-libanaise s'est installée en Haïti et comment cette communauté, quelles sont les difficultés qu'elle a rencontrées, comment elle a fini par s'installer et à prospérer, et à exister en Haïti et à devenir haïtien. On va voir tous ces aspects-là pendant tout le long de l'émission. J'aime quand vous respirez. Allez, à tout de suite. Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. Mesdames et messieurs, vous suivez Délivrez-vous, une émission du livre, pour le livre, par le livre. Je reçois Georgia Maklouf, Port-au-Prince, aller-retour. Voici un roman qu'il faut absolument et délicieusement lire. Ça vous apprendra tellement de choses sur Haïti à la fin du 19e siècle, le 20e siècle, sur les rapports entre les Haïtiens et la communauté syro-libanaise qui existe en Haïti, qui est devenue une communauté syro-haïtiano-libanaise ou syro-libano-haïtienne. Et nous allons maintenant vous lire un petit passage que j'ai à la page 35. Amine était mort en 1900. Amine, c'est donc le bon ami de Vincent Maklouf. Vincent Maklouf qui est le personnage principal de ce livre. Et Amine a rencontré Vincent Maklouf sur le bateau qui les conduisait en Haïti. Et il faut reconnaître que le voyage n'était pas fait dans les mêmes conditions pour tous les Syro-Libanais. Donc certains étaient voyageurs de première classe, deuxième classe et troisième classe. Donc beaucoup de Syro-Libanais qui sont arrivés ici et à la fin du 19e siècle, ont voyagé dans de piètres conditions, presque dans les cales des bateaux. Amine était mort en 1900, les premiers jours de janvier, au tournant du siècle nouveau que pourtant il attendait avec excitation et ferveur, jurant que ceux qui avaient la chance de vivre à cheval sur 2 siècles verraient leur vie allongée et leurs chances de succès augmenter. Vincent avait passé de longues heures à son chevet et Abdallah, le cousin d'Amine, avait tenu à ce qu'il soit assis au premier rang le jour de l'office religieux à côté des membres de la famille proche. Amine lui manquait encore, alors que plus de 8 années s'étaient écoulées depuis qu'il avait quitté cette vie en serrant ses mains dans les siennes, l'appelant mon ami, mon frère, et lui recommandant de prendre garde à la beauté des femmes noires pour qui Vincent Mansour avait, trouvait-il, une inclination un peu trop prononcée. N'épouse jamais qu'une femme du pays, lui avait-il fait promettre à maintes reprises. Voici que Vincent, depuis 15 ans qu'il est en Haïti,
15 ans sans amour, sans élan, 15 ans sans rencontre sexuelle, ça paraît quelque peu impossible. 15 ans. Donc Vincent et Amine rencontrent des femmes haïtiennes. Mais Amine, avant de mourir, lui dit: n'épouse jamais une femme noire, une femme haïtienne. Va toujours épouser une femme du pays. Pendant tout le roman, le mot nègre revient. Cette république de nègres, ces nègres. Est-ce que c'est les Syro-Libanais qui étaient là au début étaient quelque peu racistes? Alors, il y a plusieurs choses. D'abord, Vincent, en fait, j'imagine dans le roman qu'en effet, il n'a pas pu vivre 15 années sans femme. Sans femme. C'était un jeune homme plein de vigueur, c'était un beau jeune homme. Et j'imagine même que sa rencontre avec la belle Louisa, qui est en fait l'amour de sa vie, elle se fait même le jour où il débarque. Le premier jour. Mais quelle rencontre, hein, c'était intense. Voilà. Et donc, en fait, Vincent a une très grande histoire d'amour avec Louisa, et Louisa va compter dans sa réussite, parce qu'elle va le conseiller, elle va l'aider, elle va lui expliquer des choses sur la mentalité haïtienne, elle va être à ses côtés, et elle va parfois le payer cher, parce qu'on va lui reprocher, elle, de trahir son peuple, parce qu'elle est haïtienne, et que par moments, les tensions entre les Haïtiens et les Syro-Libanais sont importantes. Donc, cela dit, Vincent est tout à fait amoureux de Louisa. Je pense que Vincent, lui, n'était pas raciste, mais que la coutume, surtout, on l'a déjà dit tout à l'heure, D'Angelo, que en fait, pour venir en Haïti, déjà, sa famille avait dû faire des sacrifices, avait dû hypothéquer la maison. Donc, quelque part, c'était juste inenvisageable. C'était juste, ça ne se faisait pas, c'était quelque chose qu'on ne questionnait pas. On ne se mariait pas avec les Haïtiennes, on prenait une fille de son pays. Donc c'était inscrit, je dirais, dans la culture. Alors Amine, qui voit bien que Vincent a un penchant pour Louisa, va lui dire: attention, quel que soit ton amour pour elle, en fait, il faut que tu gardes cette tradition importante et cette dette que tu dois en fait à ta famille, qui est de retourner dans ton pays pour prendre femme. Alors ça, c'est une chose. Sur la question du racisme, vous avez raison de la souligner. Le mot nègre, d'abord, il faut savoir, et même des amis haïtiens me l'ont dit, que le terme de nègre ou négresse n'était pas forcément toujours péjoratif. Je crois même que, étymologiquement, nègre, ça veut dire homme. Alors ça, c'est en créole. En créole, absolument. Mais en français, suivant le contexte d'énonciation, ça peut être péjoratif. Moi, j'ai des amis haïtiens qui utilisent ce terme dans leur langage courant sans que ce soit péjoratif. Mais bon, il y a effectivement, et je dois le reconnaître, il y a un personnage qui s'appelle Joseph, qui est le beau-frère de Vincent, qui en réalité va venir avec lui en Haïti quand il va repartir avec Edma, sa femme. Avec sa femme. Donc c'est Joseph est le frère d'Edma. Il part avec Vincent en Haïti. Et Joseph, on va le voir, d'abord c'est quelqu'un qui ne va pas réussir à s'adapter, mais c'est vrai que Joseph est bourré de préjugés, de stéréotypes à propos des Noirs d'Haïti, et qui va volontiers les appeler des nègres, et que dans sa bouche, ça a certainement des relents racistes. Alors j'ai voulu en effet, pour être objectif, mais être aussi dans la complexité du personnage, à la fois reconnaître qu'il pouvait tout à fait avoir des préjugés racistes, mais qu'au fond, il va être très sensible à des rencontres qu'il va faire dans le pays, que ce soit Louisa, parce que lui-même, Joseph, va avoir un penchant pour cette femme, mais il va aussi rencontrer, ça on ne va pas tout dévoiler, mais il va aussi avoir une histoire d'amour à sa façon. Avec une autre personne, les gens vont découvrir le roman. Qui vont lui faire bouger quand même sa vision raciste des choses. Et il va d'abord découvrir la notion de racisme qu'il ne connaît même pas, parce que cette personne dont il va tomber amoureux est quelqu'un de très cultivé, d'éduqué, et qui va lui rentrer dedans en lui disant: Joseph, tu es raciste, fais attention à ce que tu dis. Donc Joseph va vaciller dans ses préjugés, fort heureusement. Donc la notion de racisme, elle existe, il faut le reconnaître. Parce que, au fait, le conflit georgien, c'est sur les relents communautaires et le racisme. La barrière est compliquée à identifier. Tout à fait. Et parce que toutes les communautés, les Colombiens en France restent un peu entre eux, et les Congolais entre eux aux États-Unis vont faire une communauté congolaise,
Et tout comme les Syro-Libanais qui sont arrivés ici, ils sont restés entre eux. Voilà. C'est assez légitime. Alors, ce qu'il faut savoir, d'abord, ce que je voudrais dire, c'est qu'en effet, encore une fois, je reconnais qu'il y avait certainement une dimension qui s'appelle le racisme, qu'aujourd'hui on nomme le racisme. Et quand j'ai commencé ce roman, j'avais donné beaucoup d'importance à cette dimension. Mais en venant en Haïti en 2015, parce que j'ai fait d'autres rencontres, parce que j'ai peut-être eu accès à une autre documentation, je me suis aperçue que, certes, la question raciale était importante, mais que la question économique et la question politique avaient joué aussi dans les tensions entre les communautés. Question économique, pourquoi? Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les sources d'approvisionnement du commerce en Haïti étaient contrôlées essentiellement par les Allemands, que les Allemands ont vu d'un mauvais œil ces nouveaux arrivants qui non seulement ne se contentaient pas de vendre de la camelote, mais voulaient grossir, grandir. Et au fond, petit à petit, c'est ce qu'ils ont d'ailleurs réussi à faire, c'est qu'ils ont monopolisé le moyen commerce. Et non seulement ça, mais ils ont voulu développer leurs propres sources d'approvisionnement, c'est-à-dire ne plus compter sur les imports qui étaient faits par les Allemands eux-mêmes. Donc déjà, les Allemands les voyaient d'un mauvais œil. Et ont fait tout ce qu'ils ont pu pour attiser une certaine ronde sociale. Voilà. Mais il y avait aussi le fait qu'il y avait dans ce pays un réseau de colporteurs, on va dire, qu'on appelait les Madame Sarah. Donc c'était ces femmes ou ces vendeurs qui n'avaient pas de magasins établis, mais qui parcouraient qui allaient sur les marchés pour vendre leurs marchandises. Qui faisaient des fois des villes entières pour vendre leurs marchandises. Ce que vont faire les Syro-Libanais, c'est que d'abord, eux, ils vont se déplacer, mais partout dans le pays, ils vont sillonner toutes les régions du pays. Michel Soucard, qui était avec moi hier à un débat au PEN, a beaucoup insisté sur leur courage, leur combativité, leur côté entreprenant. Ils sont allés à la rencontre. Ils n'ont pas attendu que les gens viennent sur les marchés, ils faisaient même du porte-à-porte. C'était les premiers qui ont fait du porte-à-porte. Donc ils allaient vraiment un peu partout. Ce sont les premiers qui ont pratiqué quoi? Le crédit. Or, ça a été une chose très importante sur le plan économique. Donc ils ont pu développer une clientèle qui n'existait pas. Donc voilà, ils vont monopoliser le moyen commerce petit à petit, en tout cas, peut-être pas le monopoliser, mais y avoir une part importante, et ils vont chercher à développer de nouvelles sources d'approvisionnement. Ce que vont mal vivre à la fois les Allemands et un peu les Français aussi. Et la bourgeoisie haïtienne de l'époque aussi. La bourgeoisie haïtienne de l'époque qui dit mais qui sont ces gens-là? La bourgeoisie haïtienne qui, elle non plus, n'avait pas très envie de se mélanger avec eux, il faut le dire. Et voilà. Et puis même parfois le petit peuple haïtien qui trouvait que quand même ils venaient leur faire un peu trop concurrence. Donc cette donnée économique va avoir aussi un rôle important dans le fait qu'il y ait des tensions entre ces communautés. Et plus tard va venir se rajouter une donnée politique, ce que j'appelle la donnée politique, c'est-à-dire que les Syro-Libanais, contre lesquels on va prendre des mesures, des lois. Il y a quelque chose dans ce pays qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu des lois anti-syriennes, ont été votées, ce qu'on appelait les lois anti-syriennes, obligeant les commerçants syro-libanais à fermer leur commerce quand leur licence qui avait été accordée pour un temps limité prenait fin. Ceux qui n'avaient pas été naturalisés mais qui avaient des permis de séjour, on leur demandait de rentrer chez eux une fois leur permis. Et on menaçait de déchoir certains de leur nationalité. On menaçait même de déchoir certains de leur nationalité, dont Vincent qui lui avait pris la nationalité, se sentait parfaitement haïtien, avait même fait son service militaire sous les couleurs du drapeau haïtien et ne comprenait pas qu'on lui conteste cette nationalité. Et donc, confronté à cette politique anti-syrienne, avec encore une fois des lois anti-syriennes, votées entre autres par le président Lecomte, Cincinnatus Lecomte, avec un journal qui s'appelait l'Anti-Syrien. Ça, il faut le savoir, un journal qui s'appelait l'Anti-Syrien. Un journal dont le rôle était de répandre, là aussi, des stéréotypes. D'attiser la haine. D'attiser la haine sur les... Et donc, les Syro-Libanais vont commencer à loucher du côté de qui? Du côté des Américains.
Et donc, je pense que le fait qu'ils aient recherché la protection des Américains, sachant ce que vont faire les Américains dans ce pays, d'abord l'occupation, ensuite la mise en place d'une dictature absolument sanguinaire, ça va évidemment compliquer largement les relations entre les communautés, puisqu'on va identifier ces Syro-Libanais, on va au pouvoir américain et par la suite à la dictature C'est là où je trouve votre livre très intéressant du point de vue pédagogique. On a tendance à considérer le peuple haïtien comme un peuple de bisounours, un peuple de xénophiles, nous aimons les étrangers, nous les adorons. Il faut dire que l'Haïti de la fin du 19e siècle n'était pas gentil avec ses étrangers, parce qu'il y avait débarqué comme un pouilleux, un anonyme, un émigrant qu'on jauge ainsi qu'une marchandise, s'assurant qu'elle est conforme avant d'y apposer un tampon. Donc il y a une communauté de migrants qui est arrivée en Haïti en voulant avoir une vie meilleure, et cette communauté syro-libanaise a été au début victime de xénophobie de la part du peuple haïtien. On les appelait les boîtes Nando. Oui. Et c'était une façon... Mange couleuvre, ou je sais pas, oui. Pacha, je sais pas comment... Manger couleuvre, voilà. Il y avait toutes sortes de clichés comme ça autour de cette sûr. communauté syro-libanaise. Alors, les Haïtiens n'étaient pas des bisounours, certainement. Je dirais simplement qu'ils étaient comme tous les autres peuples, un peuple normal qui, dans certaines circonstances, se comportait avec courage, avec vaillance, avec hospitalité, et dans certaines autres circonstances, se refermait, mais comme tous les peuples du monde. Donc c'est pour ça, je crois que c'est juste important de dire ça, c'est que c'est pas un peuple de victimes, c'est pas un peuple de bisounours, c'est juste un peuple non, comme tous les autres peuples qui, selon les circonstances dans lesquelles il est placé, selon les défis qu'il doit relever, peut se comporter admirablement, avec un courage, une résilience, une créativité extraordinaire, et par moments aussi se comporter avec rejet, avec dureté. Il y a aussi dans l'histoire haïtienne, mais ça vous le savez, parce que beaucoup d'écrivains haïtiens, je suis plongée dans le roman de Marie Vieux-Chauvet. À mon colère folie. Absolument. Et je retrouve, alors ça, il se passe bien sûr beaucoup plus tardivement, puisque c'est un roman qui se passe durant la dictature de Duvalier, mais la violence qui a marqué l'histoire politique de ce pays, elle est quand même très importante. Ça a été une histoire de coups d'État, de rivalité, de factions, de massacres. Bon. Ouais. Dans ce roman, je suis tombé sur beaucoup de noms de famille qui existent en Haïti et qui constituent la haute bourgeoisie haïtienne maintenant. Ces gens-là qui sont totalement haïtiens. Et j'ai rencontré des Accra. On voit Accra, il est allé au Gonaïve. J'ai rencontré des Boulos, j'ai rencontré des Meuse qui a réalisé cette fameuse photo de votre grand-père. Et j'ai rencontré des Abdallah. Donc plein de noms de famille qui existent maintenant en Haïti, qui sont dans les affaires, dans le secteur des affaires, disent-ils, qui sont présents dans ce livre. Est-ce que vous les avez rencontrés, ces gens-là? Et est-ce que ces gens-là estiment que ce livre a un peu retracé leur parcours? Ce livre leur a un peu fait une certaine justice, ça a retracé leur parcours de communauté pour dire voici comment ils sont là et qu'ils sont légitimes d'être là et qu'ils ont connu différents travers. Alors, je vais vous parler du témoignage qui m'a le plus ému. Donc, c'est une lettre que j'ai reçue de quelqu'un que je connais, bien sûr, que j'ai rencontré ici, qui est Michel Soukar. Et Michel Soukar, qui est, lui, donc, de père d'origine syro-libanaise, mais de mère haïtienne, quand il a lu ce roman, il m'a dit que ça l'avait incroyablement ému. Je crois même qu'il a dit que par moments, il a pleuré parce qu'il avait l'impression que ce livre retraçait exactement l'histoire de sa propre famille. Et il m'a dit, mon père, c'est Vincent, ma mère, c'est Louisa. Donc, il se reconnaissait complètement dans deux des personnages du roman. Et ça a été, pour moi, ça m'a beaucoup bouleversée. De sentir que j'avais réussi peut-être avec ce roman à rencontrer une vérité. Je ne dis pas que c'est la seule vérité, bien sûr, c'est la vérité de ce roman, c'est la vérité de certains personnages, mais en tout cas cette vérité semble parler beaucoup au cœur, en tout cas, bon, Michel Soukar en tant que représentant peut-être non seulement de la communauté
libano-syrienne, mais comme sa mère est haïtienne, lui, il est issu, au fond, de la rencontre entre ces deux communautés. Et à travers l'histoire de deux personnages, il se reconnaît entièrement. C'est vrai que Michel Soucar, de par ses origines, il est surprenant comme personnage parce qu'en Haïti, il est surtout connu comme historien. Donc il n'est pas du tout perçu comme descendant de Syro-Libanais parce que dans la tête des Haïtiens, le Syro-Libanais, il est dans les affaires. Oui. Il est dans les supermarchés surtout, vous voyez, les markets. Ils vendent les voitures, ils s'occupent d'hélicoptères. Il n'est pas dans l'histoire. Il y a des stéréotypes partout. Ouais. Et il y a un personnage qui s'appelle Louisa, et je pense que le mot juste pour parler de sa couleur de peau serait elle est une grumelle, Louisa. Donc elle a le teint très clair. Elle a le teint très clair. Très clair par rapport aux Haïtiens qui sont un peu plus noirs. Et Louisa, c'est quand même une femme qui va tomber éperdument amoureuse comme haïtienne de Vincent. Déjà, on a dit au début, la première personne que Vincent rencontre désabusée dans cette ville qu'est Port-au-Prince, c'est donc cette Louisa. Et la connexion va être très intense et Louisa va même faire un enfant à ce Vincent. Alors, vous m'avez tout à l'heure proposé de peut-être lire un petit passage. Absolument. Et j'ai envie peut-être de lire un passage où c'est Louisa qui parle. Absolument. Vous allez me donner juste... C'est une excellente proposition. Parce que Louisa, c'est une femme qui touche beaucoup. Hein. Sauf que, et c'est là que je trouve votre démarche très intéressante. Louisa, au début, elle est quelque peu encensée. Elle est présentée comme une femme très douce, une femme polie, une femme sérieuse, mais vraiment qui tient les comptes, qui tient les caisses des magasins de plusieurs familles syro-libanaises. Mais en même temps, c'est là que j'adore votre regard, votre principe de focalisation. Et Louisa n'est pas totalement une ange. À la fin du roman, elle a fait quelque chose, on ne dira pas ce qu'elle a fait, mais elle a fait quelque chose de sordide à Vincent. Et voilà, on revient à la complexité dont la on complexité a parlé tout à des êtres. Et... Voilà, ce n'est pas une sainte, c'est une femme comme les autres qui elle aussi souffre parce que évidemment, voilà, quand le roman commence, Vincent en fait revient en Haïti, c'est son deuxième voyage vers Haïti, puisque le roman commence, il est reparti dans son village, il s'est marié, et il revient avec sa femme. Avec une femme à ses bras, alors qu'il a laissé Louisa. Il a laissé Louisa au pays, et que lui-même est tout à fait amoureux de Louisa. Et donc justement, quand Louisa débarque dans le roman en parlant de sa propre voix, voilà ce qu'elle dit. « Il est parti, mon beau Syrien est parti. Il avait le mal du pays, qu'il disait. Tu comprends, ma Louisa, toutes ces années loin d'eux, mes parents se font vieux, ma mère a si peur de mourir sans me revoir. Elle ne m'écrit que ça. Dans chacune de ses lettres, c'est de moi qu'elle parle, de me revoir, de me prendre dans ses bras. Elle prie, elle allume des cierges à l'église, elle récite des neuvaines, elle fait des vœux. Elle invoque tous les saints et marchande avec chacun d'eux les conditions de mon retour. Voilà ce qu'il me disait, mon Syrien, pour m'expliquer qu'il avait décidé de partir, de rentrer au pays. Mais je reviendrai, Louisa, tu sais bien que je reviendrai. Je suis haïtien maintenant, et ma vie est là, avec vous. J'appartiens à cette terre à présent, mon commerce prospère. J'ai fait bâtir une maison en dur, Louisa, pas en bois. C'est donc bien que je veux rester ici. Je me souviens, comme si c'était d'hier, de ce 18 octobre 1898. Ce jour où il m'a emmené dîner au restaurant, il fallait fêter ça. Il avait reçu son acte de naturalisation signé du général Tirésias Augustin Simon Sam, président d'Haïti, et du citoyen Carmelo Antoine, secrétaire d'État de la justice. Il était heureux et si fier d'être devenu un citoyen comme les autres qu'il disait « Je ne suis plus un Arabe, Louisa, ni un Bouet-Nando, plus jamais ça, ma Louisa. Je ne suis plus l'immigré, le Syrien ou le Turc, comme il plaît à certains de nous nommer. Je suis ici de plein droit, et on ne viendra plus vérifier mes papiers sous n'importe quel prétexte, me chicaner le droit d'avoir des magasins où bon me semble, de choisir les marchandises que je veux proposer et les partenaires avec lesquels je veux m'associer. Tu comprends, ma Louisa, il est si difficile de sentir qu'on n'appartient à nulle part. Les Turcs ont occupé notre terre, les Russes, les Français et les Anglais se disputent depuis des lustres le droit de s'immiscer dans nos affaires et de décider de notre sort sans nous consulter. Nous avons vécu et continuons à vivre sous la menace permanente
d'être massacrés parce que nous sommes chrétiens comme en 1860, d'être enrôlés de force dans l'armée ottomane pour des guerres qui ne sont pas les nôtres, de relever de tel ou tel gouverneur, de tel régime ou tel autre, parce qu'une alliance ou un arrangement auront été conclus par des diplomates autour d'une table à laquelle nous n'avons pas été conviés, comme si nous étions quantité négligeable, des pions sur un grand échiquier, apatrides de naissance en quelque sorte, comme si notre nationalité c'était de n'en avoir aucune. Mais maintenant j'en ai une vraie de nationalité et ma nouvelle vie va commencer. Voici, il est très touchant, le Vincent, et on sent qu'il est très intelligent dans sa saisie géopolitique du monde de l'époque. Il comprend les enjeux, il voit ce qui se passe, et Luisa demeure cette femme totalement éprise de son Vincent. Mais j'ai une question, Georgia, par rapport à la technique de cette communauté syro-libanaise. Pour passer du stade de boîte d'eau, de Arabes, ils sont arrivés, ils n'avaient rien, dit-on, sur le bord de mer. Ils ont commencé par le petit commerce, ils ont commencé à accorder des crédits, ils ont monté leurs petites affaires, ils se sont organisés, ils ont résisté à la pression xénophobe des Haïtiens de l'époque et de la bourgeoisie allemande, franco-allemande, on va dire, de l'époque. Mais il y avait en même temps des Madansara qui faisaient presque la même affaire que ces Syro-Libanais, qui vendaient un peu au détail dans le commerce moyen. Pourquoi les Madansara ne sont pas devenus les possédants d'aujourd'hui? Pourquoi les Madansara n'ont pas pu prospérer comme les Syro-Libanais ont, eux, prospéré, alors qu'ils avaient à la base la même stratégie commerciale? Je ne crois pas que c'était la même stratégie, justement. Je crois que ce qu'ont fait les Syro-Libanais, c'était, très honnêtement, ils étaient très travailleurs. Donc, leur commerce était ouvert pendant des heures très importantes. Le soir, ils faisaient les comptes, ils préparaient les commandes. Ouais. Enfin, c'était quand même des gens qui travaillaient énormément. Je vois Vincent qui ne dormait presque pas. Il faisait des comptes le soir. Ils dépensaient très peu d'argent. D'ailleurs, on le leur reprochait souvent. On leur disait, mais ils sont en train de gagner de l'argent dans le pays, et au lieu de le dépenser, c'est-à-dire de faire circuler l'argent, ils envoyaient l'argent soit ils envoyaient, soit ils thésaurisaient, bien sûr, ils mettaient de côté. Et donc, ils ne se mélangeaient pas aux fêtes, ils essayaient d'éviter. On a l'image des Libanais flambeurs, dépensiers, etc. Mais en fait, cette communauté, quand elle est arrivée, ils étaient très peu dépensiers. Ils thésaurisaient, ils gardaient, ils faisaient beaucoup de sacrifices. Et je crois que c'est quand même beaucoup à force de travail et puis d'inventivité commerciale. Je veux dire, encore une fois, le crédit, c'était quelque chose de très nouveau. Je crois qu'ils allaient chercher des produits qui n'existaient pas dans le pays. Donc, voilà, il y avait une inventivité, une stratégie commerciale très importante. Il y avait beaucoup d'entraide entre eux aussi, ça il faut le savoir. Donc voilà. Mais moi, ils avaient peut-être aussi un plan d'affaires, un plan d'expansion commerciale, ce que les commerçants de l'époque n'avaient pas forcément fait. Oui, je ne sais pas, on dit que les Libanais ont le commerce dans le sang, qu'ils tiennent ça de leurs ancêtres phéniciens, mais c'est vrai qu'il y a ce côté très entreprenant, cette façon d'établir des relations, ce maillage du territoire avec des magasins, ces horaires d'ouverture, enfin voilà. Ouais. Je pense qu'il y a énormément de choses et que de la part des Madansara, il y avait quelque chose de beaucoup plus intermittent, c'est-à-dire un jour on y va, un jour on n'y va pas, un jour on a des carottes et des courgettes, le lendemain on a des ananas. Ce que je veux dire, c'est que voilà, il y avait un côté peut-être plus improvisé, plus au petit bonheur de la chance. Plus intermittent. Plus intermittent. Alors que les Syro-Libanais étaient toujours sur la balle. Voilà. Mais c'est là encore où je trouve votre propos très riche et très cohérent. Il y a quand même dans cette communauté syro-libanaise très travailleuse, très attachée aux affaires et qui thésaurisait, il y a quand même un personnage qui s'appelle Fatek, qui est particulier. Il est tout aussi syro-libanais que les autres, mais lui, il est un peu plus flambeur, un peu plus fêtard. Il n'est pas dans cette histoire d'économie. Lui, il profite de la vie à fond, il sort, il boit son alcool, il voit des femmes. Donc, il faut dire que rien n'est jamais bleu ou rouge. Hein. C'est une communauté très riche. Je reçois Georgia Maklouf, Port-au-Prince, aller-retour. Nous sommes au cœur de l'histoire de la communauté syro-libanaise haïtienne. Je vous laisse respirer. À tout de suite. Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage.
La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. Le passage que je vais lire se situe effectivement plutôt dans la dernière partie du livre et on est avec Fatek, ce personnage dont vous avez parlé. Donc Fatek a été envoyé par son oncle Vincent pour ouvrir une succursale au Cail. Mais en fait, il ne fait pas tout à fait le travail comme il est censé le faire. Pas du tout. Voilà, il fait plutôt beaucoup de ce qu'on appellerait des conneries aujourd'hui. Ouais. Voilà. Cela faisait donc des semaines qu'il s'efforçait d'être le petit chef de nulle part et de faire ce qu'il devait, mais il se réveillait toujours trop tard, se rendait au magasin quand la matinée était déjà largement avancée et que les femmes rentraient chez elles les paniers chargés de leurs achats. Elles le taquinaient en le croisant dans la rue, l'œil fatigué et les joues mal rasées. Cela faisait des semaines qu'il prenait des résolutions qui se dissolvaient le soir venu dans des vapeurs d'alcool et de rapides étreintes dans des couches inconfortables, étreintes qui lui coûtaient quelques gourdes. Jamais aucune négresse ne couche avec moi gratis, se disait-il parfois. Faut-il qu'elle me trouve laid ? Il se promettait de faire enfin un bilan comptable, de mettre à jour les cahiers de compte, de ne plus se servir régulièrement dans la caisse sans savoir où il en était de ses finances, d'habiter enfin sa fonction de directeur et de diriger un peu mieux sa vie, ses aventures féminines et son commerce. Mais il ne savait pas par où commencer. Chaque journée était comme une montagne à gravir, mais sous ses pas, la montagne s'effritait, se décomposait en petits cailloux qui formaient un sol instable sur lequel ses pieds glissaient. Il dépensait donc beaucoup d'énergie à faire du surplace et s'en désoler. Et puis un dimanche de grand beau temps, Jason et Charles lui proposèrent de les accompagner sur la plage de Gelée. Il hésita, se demanda ce qu'il ferait sur une plage, lui qui ne savait ni nager ni pêcher. Ce n'était pas dans les villages de la montagne libanaise qu'on apprenait à apprivoiser la mer. Tout juste la regardait-on de loin et s'émerveillait-on parfois, par temps clair, des couleurs du ciel au moment du coucher du soleil. Mais les dimanches étaient interminables et particulièrement propices à la mélancolie. Il accepta et se mit en quête d'un caleçon de bain qu'il acheta dans un magasin à proximité du marché Kouabossal. De cette journée dans laquelle il entra en reculons, il se souviendrait longtemps comme d'une parenthèse enchantée. Il y repenserait souvent, faisant défiler dans sa tête les moindres détails de son déroulement, retrouvant avec acuité les sensations qu'il avait ponctuées, se délectant comme un enfant qui craint de sucer trop vite son bonbon, du souvenir des plaisirs qu'elle lui avait apportés. Il y repenserait souvent avec le sentiment qu'il ne s'était jamais trouvé si près du bonheur. Il y repenserait avec amertume aussi, ne comprenant pas pourquoi il avait été incapable d'en prolonger les bienfaits, pourquoi la vie avait été si cruelle avec lui, lui faisant tout juste humer l'odeur d'un plat qu'il ne dégusterait jamais. Et c'est justement ce qu'il a connu avec un personnage comme Angèle. Il va on se demande, tomber amoureux, ou il sera très épris de cette Angèle. Voilà. Et cette Angèle va lui dire, écoute, je ne t'aime pas, et je ne fais que recevoir les quelques gourdes que tu me donnes. 10 gourdes pour 5 minutes, c'est déjà ça. Nous sommes quand même au 19e siècle, c'est beaucoup d'argent à l'époque. Et Fatek sera toujours désaimé un peu. Ouais. En même temps, ce n'est pas un personnage très angélique. Non, c'est un personnage, on va dire, c'est l'anti-héros, c'est le personnage négatif. Oui. Mais j'ai essayé de le rendre quand même humain, d'être en empathie avec lui, c'est-à-dire que c'est aussi quelqu'un qui ne s'est pas adapté, qui n'a pas su s'adapter, qui a toujours choisi la facilité, qui n'était pas travailleur, qui était paresseux, qui n'était pas très beau, mais qui quand même a essayé de profiter de
de son statut, parce que par son oncle, donc Vincent, qui avait réussi, il avait accès à de l'argent, il avait accès aux caisses, et il ne s'est pas privé de piquer dans la caisse. Il courait les femmes, beaucoup. Voilà, donc c'est un personnage velléitaire, pas très recommandable dans ses pratiques. Mais néanmoins, encore une fois, j'espère qu'il reste humain et crédible comme personnage. Parce que quand Vincent va finalement partir, c'est quand même lui qui va reprendre les affaires, il va même modifier le nom du magasin, là, que pour vous taquiner, que pour faire glisser le roman dans une certaine contemporanéité. Est-ce que vous aviez été au locaux de ce magasin, au bord de mer, pour voir ce qui est resté du magasin de votre grand-père? Non, alors c'est vrai, malheureusement, comme vous le savez, donc les commerces des Syro-Libanais se trouvaient surtout dans le quartier du bord de mer, et c'est un quartier qui a énormément souffert du tremblement de terre. Donc malheureusement, comme moi je ne suis venue en Haïti pour la première fois après le tremblement de terre, beaucoup de lieux que j'avais envie de retrouver, je n'ai pas pu les retrouver. Alors, je suis allée au fameux carrefour de la rue des Césars et de la rue du Magasin de l'État, puisque j'avais conservé un papier en tête de mon grand-père qui donnait cette adresse. Et je sais aussi que j'avais des enveloppes que mon père avait reçues enfant de la part de la famille restée au Liban, qui étaient 2, 4, 6 rue Traversière. Donc j'avais 2 adresses, mais malheureusement les lieux qui correspondaient n'existaient plus, étaient effondrés. Bon, sur le carrefour, en tout cas de la rue des Césars et du Magasin d'État, il y avait encore quelque chose qui aurait pu être le magasin de mon grand-père, et j'en ai fait des photos. Alors il y avait aussi, dans les lieux que j'ai eu envie de retrouver, il y avait évidemment l'établissement Saint-Louis de Gonzague, qui était l'établissement que mon père avait fréquenté. Oui. Et il a même joué une pièce de théâtre, une pièce de Molière. Voilà. Il a eu des prix d'excellence. Voilà. Non, votre père était un brillant. Il était un très bon élève, et malheureusement aussi, le collège Saint-Louis de Gonzague n'a pas très bien résisté au tremblement de terre. L'église est toujours debout, et j'ai eu la chance de pouvoir y aller. Et puis un bâtiment, mais voilà, pas la grande cour dont j'ai gardé des photos que j'ai trouvées dans les archives de mon père. Voilà, donc ce que je veux dire, c'est que les lieux physiques où se trouvaient les différents commerces, c'était difficile malheureusement de les retrouver en raison du séisme de 2010. Voilà. Alors là où votre roman m'a carrément fait tomber de ma chaise, c'est par rapport à ce qu'on a connu tout récemment en Haïti. On a connu des semaines de loc. Il y avait des barricades partout. C'était la fameuse opération Pays Loc, organisée par l'opposition pour contraindre le président actuel haïtien à laisser le pouvoir. Donc personne ne pouvait sortir. Il y avait des barricades partout. Et j'ai compris dans votre roman qu'on a connu une saison de Pays Loc à l'époque des Syro-Libanais, qui avait des saccages, tout comme des magasins ont été incendiés il y a quelques semaines en Haïti. Je me suis dit, c'est une répétition totale de l'histoire. On a connu ça à cette époque-là. Vous aviez aussi parlé des bâtons de la honte, ces bâtons que les dirigeants haïtiens, en passant par la bourgeoisie allemande de l'époque, qu'ils donnaient aux Haïtiens afin que ces Haïtiens aillent frapper les Syro-Libanais, aillent fermer leurs magasins. C'était quand même quelque chose. Hein. Alors j'ai eu accès à une documentation fantastique par un historien haïtien qui s'appelle Georges Corvington et qui a publié... Port-au-Prince au cours des ans. Ouais. Oui, 4 volumes, Port-au-Prince au cours des ans. Donc c'est un ouvrage très touffu avec beaucoup de documentation. Mais c'est vrai que c'était très intéressant pour moi de pouvoir retrouver des données très très précises, et donc il y a eu en effet des moments d'insurrection, on peut dire que c'était des périodes insurrectionnelles. Où on saccageait les magasins des Syro-Libanais. Il y avait des saccages de magasins de Syro-Libanais, et donc j'ai retrouvé dans les archives de mon père la copie carbone d'une lettre que mon grand-père adresse en 1910 ou 11, je crois, au ministre de l'Intérieur en se plaignant d'avoir subi des pertes importantes parce que lui, son entrepôt, un de ses entrepôts situé au Wharf, Wharf des Herbes, avait été incendié et qu'il avait donc perdu beaucoup de marchandises.
évidemment, il n'aura aucune compensation financière. Mais comme à l'époque, mon grand-père avait établi des relations avec la West Indies Trading Company, qui était une compagnie anglaise, le consul anglais va intervenir en sa faveur pour qu'il ait des facilités de paiement, parce que sinon, il était étranglé et pris à la gorge. Donc, le consul anglais de l'époque va intervenir pour qu'il ait au moins des conditions de paiement plus faciles et qu'il puisse attendre avant de rembourser cette marchandise qu'il n'avait pas pu vendre puisqu'elle avait été brûlée. Donc en effet, il y a eu dans l'histoire de Port-au-Prince des périodes insurrectionnelles. Parce que là, quand j'ai lu ce passage, ça m'a fait penser à Deli Mart, un grand supermarché sur la route de Delma, qui est tenu par un descendant syro-libanais, un syro-libanais qui s'appelle Reginald Boulos. On a incendié son magasin. Du coup, je me suis dit, ah ouais, déjà à cette époque, on faisait ça. Par contre, là où j'ai adoré un peu votre travail, il a un deuxième entrepôt qui a été protégé par des Haïtiens. Les Haïtiens se sont tenus avec lui pour dire, monsieur, vous n'allez pas brûler cet entrepôt. Allez-y. Oui. Non. Alors, bien sûr, encore une fois, je pense que mon grand-père avait un réseau de relations dans la société haïtienne. D'abord, vous savez qu'il a été un des membres fondateurs de la Chambre de commerce haïtienne. Donc, je pense qu'il avait, lui, certainement un réseau de relations important. Et j'ai souhaité, à travers le roman, évidemment, tout ça, je ne le sais pas, mais imaginer que des Haïtiens, de ses amis qui étaient commerçants eux aussi, s'étaient offusqués de ces comportements. Alors, la société n'est pas un bloc homogène, et à l'intérieur de la société, il y a ceux qui attaquaient les commerces, mais il y a ceux qui trouvaient que c'était un scandale. Injuste, qu'il fallait tout à fait injuste. Les protéger. Absolument. Alors, un autre événement est dans l'histoire récente d'Haïti, alors que nous avions connu le séisme, mais à cette époque, il y a eu un événement. Toujours est-il que dimanche 5 juillet, à 1h de l'après-midi, la ville a été la proie des flammes. Il n'y avait dans les rues écrasées de soleil pas âme qui vive. Certains achèvent le repas dominical, d'autres sont à Pétionville ou ailleurs pour fêter la Saint-Pierre. Soudain, les cloches de la cathédrale retentissent, les rues s'animent, les gens sortent pour s'informer de ce qui se passe. On voit des officiers traverser la ville à fond de train sur leurs chevaux, des soldats armes au poing courent pour regagner leur poste. De sinistres nuages noirs montent dans le ciel au voisinage du palais présidentiel. Il fait ce jour-là un vent épouvantable et les flammes se communiquent d'un îlet à l'autre avec une rapidité déconcertante. Elles font des bonds prodigieux. Les maisons s'embrasent comme à plaisir. Les rues sont des brasiers. L'incendie poursuit sa course vers la mer. Et soudain, l'arsenal explose. Il y a donc eu des incendies. Des incendies. Oui. Alors oui, vous savez que la ville était construite en bois. Beaucoup les maisons de étaient en bois. Étaient en bois. Et que dans l'histoire d'Haïti, de Port-au-Prince en particulier, il y a eu des incendies assez graves, dont celui-là que je raconte. Absolument. Et le bilan est désastreux. 1200 maisons brûlées, 1200 maisons brûlées, 12 000 sans-abri, de nombreux édifices publics réduits en cendres, dont le tribunal civil, le tribunal de cassation et la prison des hommes, et une population désarçonnée qui, croyant être le jouet de forces occultes, va se réfugier dans la superstition et les pratiques obscures et moyenâgeuses. C'est vrai qu'il y a ce fâcheux défaut ici en Haïti. Dès qu'il y a une catastrophe qui frappe le collectif haïtien, beaucoup d'Haïtiens font passer la chose. C'est une punition soit divine, soit Dieu qui est en train de nous punir, soit quelque chose qui n'a pas été fait pour les lois. Du coup, ça nous garde dans une certaine préhistoire métaphysique. Alors, je ne sais pas s'il faut, mais c'est vrai que je crois que c'est important. Effectivement, le fait de se réfugier dans des pratiques superstitieuses n'est pas le propre d'Haïti, même si je sais que ça existe ici, ça existe certainement dans d'autres pays. L'idée que quand on est confronté à une catastrophe, c'est une punition divine et qu'il faut se repentir. Alors que, évidemment, l'idée, c'est que ces problèmes, en tout cas, ils ont des causes politiques ou urbaines, où il y a des choses qui n'ont pas été faites, il n'y a pas eu
de plan d'urbanisme, on n'a pas construit selon des normes, on n'a pas prévu suffisamment de compagnies de pompiers qui soient équipées du matériel adéquat. Alors jusqu'à présent, on n'a pas prévu ça. Les pompiers, là. Ce genre de... Enfin, il y a d'autres pays, et on peut en nommer plusieurs, qui ne sont pas équipés et qui ne font pas ce qu'il faut pour lutter contre les incendies. Ouais. Regardez ce qui se passe aujourd'hui en Australie. Et je peux vous dire que ce qui a mis la population du Liban dans les rues au mois d'octobre, puisque c'est le fait qu'il y a eu des incendies très, très, très graves qui ont dévasté des villages entiers au Liban, et que les appareils qui étaient prévus, qui auraient pu éteindre les incendies, personne ne les avait entretenus, personne ne savait les utiliser. Il y avait des avions qui avaient été offerts au gouvernement libanais par je ne sais quel pays d'ailleurs, et personne ne savait les utiliser. Donc là aussi, ce qui a contribué à ce que les incendies se répandent, c'était des faits de corruption. Et si ce n'était l'aide de la Grèce et de Chypre qui ont envoyé des Canadair, les incendies auraient été beaucoup plus dévastateurs. Et heureusement, on a eu la pluie au bout de 2 jours. Donc je veux dire, le fait qu'on est mal équipé parfois pour lutter contre des problèmes est en lien avec des politiques mal adaptées ou des questions de corruption. Et ça, malheureusement, ça continue encore aujourd'hui. Ouais. C'est fort dommage. Un autre élément qu'il faut souligner dans Port-au-Prince aller-retour, c'est comment la communauté syro-libanaise de cette époque voyait les principes de succession. Parce que Edma, qui est donc libanaise et qui va épouser Vincent, a une fille au début. Le premier enfant est une fille, mais Vincent n'est pas très content parce que dans sa tête, un héritier doit être un mâle. Et quand son fils arrive, votre père, Anis, il est un peu plus content, un peu plus concerné par la chose. Est-ce que vous allez appeler ça une certaine phallocratie dans le don, dans la succession, pour prendre les affaires de la famille? Oui, bon... C'était assez phallocrate à l'époque. C'est un garçon qui doit être l'héritier. Non, mais encore aujourd'hui, je veux dire, c'est vrai que dans ces sociétés très traditionnelles, le statut de la femme n'est pas toujours très enviable. Donc, alors au Liban, encore une fois, les histoires d'héritage sont réglées par des pratiques qui sont différentes selon les communautés, mais très souvent, ce sont les garçons qui sont favorisés. Les filles vont hériter moitié moins ou même un quart, etc. Voilà, donc ce sont quand même des choses qui continuent à exister. Le statut de la femme, vous savez qu'encore aujourd'hui, les femmes libanaises ont obtenu le droit de voyager de façon autonome il n'y a pas si longtemps que ça, et encore aujourd'hui, elles n'ont pas le droit de transmettre la nationalité à leurs enfants. Donc encore aujourd'hui, c'est-à-dire que si une femme libanaise épouse un homme de nationalité étrangère, ses enfants n'auront pas la nationalité libanaise, ce qui est mon cas par exemple. Mes enfants, il se trouve qu'ils ont la nationalité française, mais j'ai une amie libanaise qui a épousé un Français, qui en a eu un fils. Bon, aujourd'hui ils ont divorcé. Elle a décidé de rentrer au Liban pour continuer à vivre au Liban. Son fils n'a pas la nationalité libanaise alors qu'il vit dans ce pays et qu'un jour, ça va vraiment lui poser problème. Parce que vous avez épousé un Français. Oui. Mais vous n'avez pas juridiquement le droit de donner... De transmettre la nationalité libanaise à mes enfants. Donc, tout ça Donc vos enfants ne sont pas libanais? Mes enfants ne sont pas libanais. Ah ouais, quand même. Ah oui, vous voyez, donc je veux dire, le statut de la femme était déjà compliqué à l'époque, mais il le reste encore aujourd'hui. Il y a encore beaucoup à faire sur le plan de l'égalité entre les sexes. Mais là, ce n'est pas du tout dans le roman, ce n'est pas du tout dans le principe de l'émission, mais vos enfants, connaissent-ils un peu leurs origines quelque peu haïtiennes, les liens historiques, l'arrière-grand-père qui a fait des affaires en Haïti? Ont-ils cette conscience historique familiale? Alors d'abord, mes enfants, déjà, ils ont un grand attachement au Liban, ce qui est important, alors qu'effectivement, eux, ils ont vécu plus en France, et leur père est français, leur nationalité est française, mais ils ont lu avec énormément d'intérêt ce roman, et je crois que ça... Vous savez, les enfants, ça les intéresse beaucoup de savoir d'où ils viennent. Quelle que soit leur histoire familiale, je crois que c'est quelque chose qui leur donne beaucoup plus de solidité dans la vie, de toute façon. Edma, votre arrière-grand-mère... Non, c'est ma grand-mère. C'est votre grand-mère, Edma? Oui. Non, Edma, c'est la femme de Vincent. Oui. Vincent... Et Anis, c'est mon père. Anis, c'est votre père. Oui. Donc, Edma,
et qui va donc vouloir avoir ce fils à tout prix, va avoir une conduite qui va surprendre même, on va dire, les gens qui travaillaient chez elle. Elle va demander, et, comment il s'appelle, à Amable, de demander à ses dieux, aux lois, de non seulement lui donner un fils, mais aussi d'établir une certaine distance entre Louisa et son mari. Voilà. Bah, écoutez, Edma, elle arrive dans un pays qu'elle ne connaît pas. Elle arrive au bras d'un homme qu'elle a épousé alors qu'elle le connaît à peine aussi. Et elle arrive donc dans un pays dont le climat est difficile pour elle et dont elle ne connaît pas du tout la culture. Donc sa situation de femme est quand même assez compliquée. Et elle va s'apercevoir au bout d'un certain temps que son mari entretient une relation de longue date avec Louisa, qui en plus est responsable du magasin et de la comptabilité au magasin principal de son mari. Donc tout ça, ça fait beaucoup de choses. Et elle se dit que si elle a Bon, elle a eu un premier enfant qui est une fille, mais elle s'est bien rendue compte que Vincent ne s'était pas follement intéressé à ce premier enfant. Et donc elle se dit, si je lui donne enfin un héritier, et si je parviens à minimiser, réduire l'influence de Louisa dans sa vie, les choses seront plus faciles pour moi. Ouais. Et donc elle va avoir recours à un des domestiques de la maison avec lequel elle se sent une certaine complicité, une certaine proximité, et elle va lui demander, est-ce que les dieux vaudous peuvent quelque chose pour moi ? Et Amable va lui dire oui, ils peuvent quelque chose. Et il va essayer. Alors bien sûr là c'est le roman qui intervient pour imaginer tout ça, bien entendu. Ce que j'ai vu aussi dans ce roman, c'est comment la haine, comment la xénophobie anti-syrienne était portée au plus haut niveau de l'État. Et à un moment, il y a 15 Syriens, des commerçants, qui sont arrêtés. Et ces Syriens sont contraints de fermer leurs magasins, de déclarer carrément qu'ils étaient des dangers contre la sûreté de l'État. Et on a fait pression sur eux pendant plusieurs jours afin qu'ils quittent Haïti. Et ça, c'est l'ancien président haïtien, Cincinnatus Lecomte. On sait que le palais a explosé avec lui, voilà. Mais après, il y aura tentative de représailles et beaucoup de Syro-Libanais vont être menacés, persécutés, être accusés d'avoir explosé le palais avec Lecomte. Voilà. Alors ça, c'est un événement de l'histoire haïtienne qui est très intéressant, sur lequel d'ailleurs Michel Soucard, dont on a déjà parlé, a écrit un roman qui s'appelle La dernière nuit de Cincinnatus Lecomte, puisque donc Cincinnatus Lecomte, qui avait donc pris des mesures anti-syriennes... Descendant direct de Jean-Jacques Dessalines. Il s'appelait déjà Jean-Jacques Dessalines, Cincinnatus Lecomte. Voilà, absolument. Eh bien, il va mourir dans l'explosion du palais présidentiel. Et on va mener une enquête qui n'aboutira pas. Il paraît que c'est classique dans l'histoire de ce pays, mais pour essayer de comprendre les causes de l'explosion de ce palais présidentiel. Alors il y a deux thèses qui se font concurrence. L'une, c'est que c'est une explosion accidentelle parce qu'à l'époque, on entreposait des barils de poudre dans les sous-sols du palais. Et c'était quelque chose d'assez dangereux. Les chancelleries étrangères avaient d'ailleurs alerté Cincinnatus Lecomte en disant « mais vous ne pouvez pas entreposer de telles quantités de poudre au-dessus d'un palais présidentiel dans lequel vous vivez. C'est extrêmement dangereux ». Donc la première thèse est que c'était une explosion accidentelle, mais l'autre était que cette explosion était le fruit d'un complot. Et parmi les groupes qui pouvaient être soupçonnés d'avoir monté ce complot, il y avait évidemment les Syriens, puisque Cincinnatus Lecomte avait pris des lois anti-syriennes. Donc il y a eu une enquête qui a été menée. On a essayé d'établir si quelqu'un avait, s'il y avait eu effectivement un complot. Et mon grand-père va être interrogé par la police pour qu'on essaye de voir s'il avait une part de responsabilité dans cet événement. Voilà. Les Apèdes, les Boulos, les Meuse, les Abdallah qui sont en Haïti en ce moment, à votre avis, ils sont syro-libanais ou haïtiens? Moi, je dirais qu'ils sont haïtiens aujourd'hui. En tout cas, encore une fois, je connais mal aujourd'hui la communauté
d'origine syro-libanaise. Aujourd'hui, je la connais mal. J'ai vu le très beau film, le documentaire de Mario Delatour qui s'appelle Un certain bord de mer. Je crois avoir compris qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de mariages entre les enfants des Syro-Libanais et les Haïtiens. Et donc, aujourd'hui, je pense qu'ils font complètement partie de la société haïtienne. Parce que déjà, votre père, et ça date, votre père, déjà, lui, ne parlait pas arabe. Et ses descendants de Syro-Libanais qui sont en Haïti parlent aisément créole, ils parlent français. Et j'imagine que très peu d'entre eux parlent arabe. Ah oui, vous savez, ça serait intéressant de le savoir. En tout cas, ce qui est étonnant, c'est que mes grands-parents, qui parlaient tous les deux arabe, n'ont pas parlé arabe avec leurs enfants. À la maison, la langue qui était parlée, c'était le créole. Et à l'école, c'était le français et le créole avec les camarades dans la rue, etc. C'est étonnant qu'il n'ait pas transmis la langue. Oui, parce que c'est toujours le souci premier de toute communauté installée à l'étranger. C'est ce que font tous les Haïtiens qui vivent aux États-Unis, qui vivent en France. Le premier travail est linguistique. Mais alors peut-être que ça voulait dire que mon grand-père, à l'époque, avait réellement le désir de s'établir et d'être un vrai Haïtien. Et que ce sont les hasards, les trahisons, les circonstances, les accidents de la vie qui finalement l'amènent à partir et à rentrer chez lui. Oui, parce que ça aussi c'est un pan de l'histoire qu'il faut déclarer. Il y a beaucoup de familles néo-libanaises qui ont dû, après certaines années d'installation ici, qui ont dû laisser Haïti parce qu'il y avait trop de problèmes, trop de difficultés, trop de complications. Voilà. Port-au-Prince, aller-retour, Georgia Maklouf. Voici un livre qu'il faut absolument lire. Ça vous apprendra tellement de choses sur l'histoire récente d'Haïti, sur cette communauté syro-libanaise et haïtienne, totalement haïtienne aujourd'hui, qui fait partie du corps social, économique et politique haïtien. Ce livre est un éclairage intelligent sur comment cette communauté est arrivée en Haïti et comment elle a pu intégrer la communauté haïtienne, entre guillemets, de souche. Merci, Georgia. Merci à vous. Le livre est disponible à la librairie Astérix. Le livre est disponible à la librairie La Pléiade. Et j'imagine qu'il est sur Amazon et sur les autres plateformes. Absolument. Les gens peuvent l'acheter. C'est disponible. Port-au-Prince, aller-retour, Georgia Maklouf. Et voici donc, je montre ça pour une dernière fois, la belle photo de l'époque. Hein. Déjà à l'époque, il y avait du talent. Et cette photo, voici pourquoi vous devez absolument lire ce livre. Cette photo a donc, je me reprends, été prise par les Meuse. Donc au début, la famille Meuse en Haïti était dans la photographie avant de passer à l'exploration, à l'exploitation d'autres secteurs économiques. Merci à vous de nous avoir reçus chez vous. Merci à toute l'équipe technique de la télé, à Emmanuel, Guito, Féquière, Gamin qui réalise, Greg Boule qui fait le son, Émilie qui fait le maquillage, Alphonse qui coordonne, Barreau. C'est une grosse équipe, Spencer qui fait des photos, qui vous présente cette émission. Je suis devant pour faire le cinéma, mais derrière un travail sérieux qui est fait, qui est porté par ces hommes qui me permettent de débarquer sur vos écrans. Je vous invite à continuer à lire, à continuer à charbonner votre intelligence. Lisez tous les livres qui vous plaisent. Tous les livres qui vous plaisent, lisez-les. Je vous dis, gardons bonheur. Dans le monde, il doit y avoir deux êtres, des livres